Salut camarades. Alors à la base, moi je suis pas très série, mais quand on me propose chevalier, croisade, templier, évidemment vous me connaissez, je fonce. Donc on va parler de Nightfall, une série américano-tchèque sortie très récemment. Et franchement, je suis pas bégueule, je peux même être très bon public, mais là, dès le départ, ça fait beaucoup. Je veux dire, je me suis tapé 2 épisodes et j'ai pété un plomb, donc j'ai gribouillé ça à 2 h du mat, parce que je voulais revenir dessus vite fait. Et faites gaffe, ça va spoiler sec. La série nous propose de revenir sur les aventures de Landry du Lauzon, un templier a priori imaginaire, qui aurait survécu à la chute d'Acre en 1291 avec son maître, templier, ses potes, templiers, et le Graal. Bah oui, on va foutre le Graal parce que bon bah, il y a des templiers, ça colle, ça fait joli. Bon alors, rassurez-vous, le Graal coule en sortant d'Acre. C'est quand même pas de bol, mais du coup j'imagine que c'est pour permettre qu'il y ait un scénario ensuite. Et aussi pour que la série ne parte pas d'entrée de jeu dès le pilote dans un non-sens historique total. Mais apparemment c'est pas un truc qui a beaucoup gêné les scénaristes par la suite. Alors je sais bien que c'est pas une erreur historique à proprement parler, c'est un parti pris. Et franchement ça peut ne pas être si mal que ça. Je veux dire, le monde médiéval étant profondément croyant, n'importe quelle merde pour en devenir une relique, ça on le verra en Antioche. Et bah pourquoi pas? Ça peut même être un très bon début. Même si c'est pas le cas pour autant. Donc nos amis templiers sont tristounes et ils rentrent en Europe, précisément à Paris. Alors là c'est pas de bol, de toutes les commanderies à travers l'Europe dans lesquelles ils pouvaient rentrer, il a fallu qu'ils choisissent le pays où ils vont se faire mais ratatiner la gueule en 1307 par le roi de France. Bon, alors en même temps ils pouvaient pas prévoir, et c'est vrai que si ça s'était passé à Londres, bah du coup la série n'aurait pas lieu, je suis bien d'accord, mais j'ai jamais dit que ça aurait été une perte. Bref, ils rentrent à Paris, 15 ans plus tard, ça c'est écrit en gros dans la série 15 ans plus tard, retenez-le, et ils font leur truc de banquier. C'est vrai que quand les croisés sont rentrés, ils se sont principalement concentrés sur leur fonction de banquier, etc., de gestionnaire agricole, tout ça, donc c'est bien respecté. Ils vivent dans le temple de Paris, ça aussi, il a été bien modélisé, à peu près, il me semble. Voilà, ils font leur truc de templier, ils s'ennuient, ils aimeraient retourner en Terre Sainte, ils peuvent pas, ils s'ennuient encore plus. Alors notre ami Landry fricote avec une jolie nana qu'il a croisée dans Paname et qui va pécho gentiment dans une gargote. Bon, malgré les vœux monastiques, j'imagine que ça a dû arriver, donc pour le moment, ça va. Mais la suite, mes amis, la suite. Déjà, ça commence à pas sentir bon quand, dans le palais royal, de Paris donc, un petit trentenaire entreprenant saute sur Landru au détour d'un pilier pour le provoquer à l'épée dans une franche ambiance de virile camaraderie qui sent bon de l'aisselle. Pourquoi ? Parce que le zozio en question, on dirait une sorte de grand ado un peu con qui aimerait partir en croisade, pour faire mumuse, c'est Philippe. 4. Le bel, le roi de France, m'est avis qu'il avait d'autres choses à foutre dans ses fonctions quotidiennes que d'attendre au détour d'un pilier pour faire une blague à un pauvre templier de passage, quand bien même celui-ci serait son pote et son maître d'armes. Mais bon, ne soyons pas trop durs, la suite promet encore du lourd. Ça se gâte vraiment quand on se rend compte que Landry, il fréquente pas n'importe qui. La nana là, qui se balade toute seule dans Paname et qui la pécho malgré ses vœux monastiques contre un pilier, décidément que de piliers d'ailleurs, c'est Jeanne. Non, pas d'Arc, non, de Navarre. La reine de France. Et de Navarre, oui, du coup, ça paraît judicieux comme remarque. Donc, la reine de France, je résume, se balade toute seule dans Paname sans escorte, et retrouve clandestinement, de façon régulière, à l'étage d'une gargote pourrie, un moine qu'elle se tape, parce que les Templiers sont des moines quand même à la base, et il se trouve que ce moine, c'est le meilleur ami de son mari, qui n'est autre que Philippe le Bel. Voilà, donc est-ce que vous sentez comme ça sent bon la véracité historique? Et est-ce que, comme moi, vous ne sentez pas un petit peu arriver la justification de l'arrestation et du procès des Templiers de 1307 à 1314 par Philippe le Bel, juste parce que celui-ci est pas content d'être cocu? Voilà. Il y a aussi le méchant Nogaret, conseiller du roi de France, et qui ne pense qu'à l'avenir de la France, et qui d'ailleurs est athée, et qui s'en bat totalement les couilles de ça, au point de dire devant le pape, sur le ton de la blague, que Dieu n'existe pas. C'est sûr que ce genre de boutade, mais ça passait crème à l'époque, on remarquait pas, on trouvait ça rigolo. Donc bref, lui ce qu'il veut c'est extorquer le pognon des juifs, c'est extorquer le pognon des Templiers, peut-être même celui des infirmes et des vieilles dames, on sait pas bien, mais c'est un méchant, donc a priori tout passe, pour le remettre dans les caisses de l'État.
Il va jusqu'à accuser les Juifs de Paris d'un crime qu'il a commis exprès pour ensuite les faire expulser et les faire détrousser sur la route par des brigands. Alors, moi je veux bien, hein, comment dire, mais m'est avis, et encore une fois c'est personnel, que le conseiller du roi de France avait d'autres choses à foutre que de faire du brigandage de grand chemin. C'est fou comme cette série essaye de réduire le royaume de France, plus grosse puissance occidentale de son temps, au comté de Nottingham en gros. Un peu triste. Et la suite est pas tellement mieux, parce que Filou, le roi, il veut pas des vilains plans de Nogaret, il veut être aimé de son peuple. Et puis, lui, il aime les Juifs, et puis il aime les Templiers, surtout son pote Landry, avec qui il joue à l'épée dans les couloirs. Bah oui, vous savez comment on l'appelle, Philippe le Bel, ô merveilleux scénariste de cette série extraordinaire? Le roi de fer. Pas de papier bulle. A priori, il y a pensé tout seul, hein, à extorquer les Juifs, les Lombards, oui, parce qu'on n'en parle pas, mais aussi les Lombards, et puis les Templiers, tout ça. Mais en même temps, c'est tellement mieux de tout mettre sur le dos de vilain Nogaret pour bien comprendre qu'on va passer de gentil Philippe amoureux de sa femme à méchant Philippe déçu par sa femme qu'il a cocufié avec son meilleur ami. Oh! Et c'est pas fini, évidemment. On continue dans le sentimental avec la mort du maître de Landry, qui est tué par des brigands. Hein, parce qu'évidemment, le maître du temple de Paris, ce qui est quand même pas une charge de pétzouille, hein, a priori, il sort tout seul dans la campagne, comme ça. Décidément, c'est une habitude scénaristique de faire sortir les grands de ce monde tout seul. Et donc le pape, oui, parce que on passe au pape maintenant, hein, le pape rapplique pour ses funérailles. Et non seulement il arrive genre le lendemain, hein, je veux bien croire que Paris-Rome c'est 2 heures, mais en avion, hein, à l'époque il n'y en avait pas des masses, c'est dommage, mais en plus, Philippe le Bel et Jeanne de Navarre, ils l'apprennent genre « Oh, il est aux portes de la ville, allons lui claquer la bise !» Vous imaginez le temps qu'il fallait à l'époque pour qu'une nouvelle parvienne jusqu'à Rome, et que le pape replique ensuite, et vous pensez vraiment que pendant tout ce laps de temps, genre, c'était incognito, personne n'était au courant, c'est-à-dire le pape se déplace à travers l'Europe, mais personne ne le sait. Et venez pas me dire que c'est une ellipse, le cadavre est encore super frais quand arrive le pape. Alors bon, ne soyons pas trop durs, disons que le pape, Boniface VIII, devait être en train de cueillir des champignons pas très loin et qu'il est venu par hasard. Hein, ce sera plus simple comme ça. C'est fou ce qu'il faut pas inventer quand même. Philippe et Jeanne se disent donc « Ah bah tiens, puisqu'il est là, on va pouvoir lui poser la question. » Oui, parce qu'ils ont une question, tous les deux. Ils doivent décider qui va être le mari de leur fille Isabelle, une sorte de jeune fille plantureuse de 18 ans qui échange des textos, des lettres, comme ça se faisait beaucoup à l'époque entre jeunes potentiels fiancés en Europe. C'est vrai que la conversation devait être genre, très très fournie, hein, le temps qu'une nouvelle arrive à travers l'Europe, on en a déjà parlé de tout ça. Bref, elle échange tout ça avec Louise de Catalogne, et elle l'aime bien. A priori, lui, il est prince de Catalogne. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi Édouard d'Angleterre, et politiquement, ce serait pas mal. Donc le roi, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, hésite entre la raison d'État et le bonheur de sa fille, comme tout bon roi médiéval qui se respecte. Donc, ne sachant pas gouverner tout seul, Philippe, le roi papier bulle, toujours, demande conseil au pape, qui après tout les avait mariés, lui et Jeanne, dans leur jeunesse. Hein. Souvenir, il saura quoi faire, ce bon vieux Boni. Donc, le pape arrive de sa cueillette des champignons ou de Rome, hein, du coup on sait plus, et là, tout à coup, malgré toutes sortes de protocoles, ça on s'en fout, la petite Isabelle saute au cou de Boniface en mode « Papy !» C'est affligeant. Je crois qu'on peut faire une pause. Pourquoi? J'ai dit au début que ça commençait avec la chute d'Acre en 1291, et qu'ensuite il y avait écrit 15 ans plus tard sur la vidéo. Donc, je suis pas le meilleur matheux de ma génération, mais 1291 plus 15, ça fait 1306, en gros. Or, Boniface VIII, qui est pape depuis 1294, soit 10 ans après le mariage de Philippe et Jeanne, qu'il n'a du coup sûrement pas célébré, il est mort en 1303. Après s'être bien foutu sur la gueule politiquement, avec Philippe d'ailleurs, au point que Nogaret, le laté qui fait des blagounettes, lui a collé son gantelet de métal sur la gueule. Voilà. C'est peut-être pour ça en fait qu'il arrive aussi vite à Paris. C'est un fantôme. Ensuite, Jeanne de Navarre, elle est née en 1274, donc elle a à peu près 32 ans en 1306. Donc ça colle. Bon, à un détail près, hein, elle est morte en 1305, mais franchement, est-ce qu'on est à ça près, hein? Bagatelle, comme dirait l'autre. Quant à Isabelle, elle a 11 ans en 1306 à peu près. Et donc globalement, elle est promise à Édouard d'Angleterre depuis qu'elle a 2 ans. Hein. Sans doute parce que Louise de Catalogne n'existe pas. Hein. Il
n'y a pas de prince de Catalogne déjà, hein, on est comte de Barcelone, on n'est pas prince de je sais pas quoi. Et puis surtout, il s'appelle pas Louis le monsieur à ce moment-là, si je dis pas de conneries, il s'appelle Jacques II. Et il a 10 mômes. Et c'est quand même con que les scénaristes n'aient pas choisi un prénom qui soit dans la liste des 10 mômes. Enfin bon, pareil, hein, faut pas trop en demander. Quant à Isabelle, elle a vraiment pas de bol. Hein. Elle multiplie les apparitions au cinéma, dans les séries, etc. Mais je sais pas pourquoi, on n'arrive pas à lui filer son âge précis. Il faut toujours que ce soit des conneries. Hein. Braveheart, maintenant ça. C'est déprimant pour elle. Alors bon, je pourrais continuer à tirer sur l'ambulance, genre arrêter de montrer les Templiers comme des mecs ultra tolérants qui ont perdu la Terre Sainte malgré eux. Hein, c'est principalement grâce à leur incommensurable orgueil, leur intolérance et leur caractère belliqueux, comme à cause des Hospitaliers qui avaient les mêmes défauts, que les États latins d'Orient sont tombés. Hein. Puis je pourrais râler sur le Graal aussi, mais franchement, c'est même plus la peine à ce stade-là. C'est pas le pire, hein, dans tout ce que j'ai vu, c'est pas le pire. Je pourrais vanner le jeu des acteurs, qui est clairement pas top, ou le scénar cucu, ou le côté ultra viriliste où les femmes n'ont aucune place, ce qui est affligeant non seulement quand les séries sur la même période étaient plus féministes 40 ans avant, mais aussi où on est dans une période où a priori il y a des poussées féministes qui réapparaissent à l'écran, et ça fait plaisir, mais ne me parlez pas de Wonder Woman, ou encore quand Jeanne de Navarre, c'était pas juste une bonne mère de famille malheureuse en amour qui se tapait un Templier, hein, c'était quand même une grande reine qui gérait elle-même la Navarre et qui conseillait son mari pour gérer la France. Mais bon, tout ça, ce serait enfoncer des portes ouvertes. Donc je vais m'arrêter là. Alors, c'est un peu brouillon, c'est pas très construit, même au niveau de la vidéo, il n'y a qu'un seul plan, je suis désolé, mais alors, avec ça, c'est un peu lourd sur le dos pour bien manipuler, changer les trucs, donc j'ai préféré faire ça vite, notamment parce que la série est récente et je préfère quelque part vous en parler maintenant. Et puis surtout, j'ai pas pu résister, quoi. C'est encore plus nul que Braveheart, c'est nul historiquement, c'est encore plus cucu, encore plus sexiste, encore plus viriliste. Donc matez-la pour le plaisir si vous voulez, parce que franchement au bout d'un temps ça en devient drôle, mais nuancez, vérifiez, si ce n'est oubliez la valeur historique du machin, hein. Faites très attention à ça, ça raconte mais plein de conneries. Si vous voulez en apprendre un peu plus, de façon un peu plus correcte, évidemment pas parfaite, mais un peu plus correcte sur la période, lisez Les Rois Maudits, de Maurice Druon, c'est vachement bien. Et d'ailleurs ça donne une bien meilleure place aux femmes que cette série de merde là, alors que ça a été écrit en 1955 quand même. Et pour dire que Maurice Druon est féministe, faut quand même se lever tôt. Hein. Et puis si vous avez encore plus la flemme, regardez les séries. Parce qu'en fait ça a été adapté 2 fois, en 72 si je dis pas de conneries, et en 2005. Donc franchement, il y a de quoi faire. Et puis si vous voulez que je continue à parler de cette série, que j'analyse plus épisode par épisode, que je fasse des trucs de contexte, que je revienne aussi sur ce qui est positif, parce que j'imagine qu'il y en a, ou même j'imagine que la série va peut-être s'améliorer, hein, on sait jamais, et dites-le moi, ce serait un plaisir. Là c'était, à la va-vite, je m'en excuse un peu. C'est tout. Portez-vous bien les camarades. Salut. Merci beaucoup à tous de regarder ces vidéos, de les apprécier, de les mettre un pouce vers le haut, de mettre des commentaires, de les partager sur les réseaux sociaux, de m'envoyer des messages. Merci beaucoup à tous, un énorme merci aux tipeurs comme d'habitude. Si vous en avez les moyens et l'envie, vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee. Comme d'habitude, abonnez-vous si ça vous a plu, partagez si ça vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de la suite, et puis portez-vous bien.